Alors, j'ai le plaisir d'être avec André-Philippe Côté. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, André-Philippe Côté qui vient tout juste, en fait, il y a quelques semaines, de sortir une bande dessinée qui s'appelle Ama. C'est disponible du côté de Moelle Graphique. Et c'est une bande dessinée qui nous entraîne dans l'univers des arts visuels à travers le portrait, justement, d'une artiste inventée qui s'appelle Ama, donc d'origine métissée, et qui nous propose, en fait, au final, son parcours des années 1930 jusqu'aux années 1990. André-Philippe Côté, j'ai l'impression, et j'ai lu un peu par-ci par-là, que c'était à peu près 10 ans de travail, cet album-là, mais que c'était aussi une idée qui vous trottait dans la tête, ou du moins un personnage qui vous trottait dans la tête depuis près de 30 ans. Ah oui, depuis très, très longtemps. Ça venait à travers mes lectures sur l'histoire de l'art, toutes sortes de choses. J'avais le goût d'un personnage un peu atypique. Puis j'ai créé un personnage qui soit pas en adéquation avec son époque, qui soit différent, qui arrive avec une proposition différente au niveau artistique. Mais c'est flou, là. Mais j'avais ce désir-là. Ça me trottait dans la tête. Je prenais des notes des fois, je faisais des petites esquisses. Mais c'est il y a 10 ans que j'ai vraiment commencé à travailler là-dessus, là. Et ça a commencé à prendre forme parce que j'imagine on a commencé à trouver, à savoir un peu c'était qui le personnage, ou c'est parce que l'horaire le permettait, ou il y a des circonstances? C'est drôle parce que c'est venu par les personnages secondaires. Le personnage principal, en fait, j'avais beaucoup de difficultés à le placer tout seul, indépendamment de son environnement. Puis c'est en travaillant les personnages secondaires un par un que finalement j'ai construit le récit. Puis finalement, Ama, je prendrais comme exemple, peut-être c'est un personnage un peu... J'ai donné une tête ronde, un peu comme Tintin. C'est un personnage un peu qui ne s'exprime pas, qui donne pas... On ne la connaît pas vraiment. Un personnage un peu passe-partout. On peut facilement entrer dans sa tête parce qu'elle nous dit pas ce qu'elle pense. Et finalement, je la connaissais pas. Je l'ai suivie à travers... Je l'ai envoyée à travers ces personnages secondaires-là. Puis je l'ai regardé évoluer carrément, là. Donc, il a fallu essentiellement aller s'abreuver parce qu'on est beaucoup, je parlais des années 30 aux années 90, ouais. Évidemment, si on parle d'art visuel au Québec, il y a eu plusieurs phases, plusieurs évolutions, plusieurs époques. Donc, c'est de la mettre un peu au contact de personnages qui chacun peuvent un peu représenter ou être porteurs. Exactement, incarner. Pour moi, cette histoire-là, cette bande dessinée-là, c'est comme une métaphore ou en tout cas une allégorie où chaque personnage représente un peu un aspect de l'art au Québec. Le personnage Alfred, qui est un sculpteur inspiré des sculpteurs anciens comme Alfred de la Liberté, par exemple, qui faisait de l'art religieux, qui était très connu, tout ça. L'autre phase importante au Québec, je pense, c'est les automatistes avec le refus global. J'ai un personnage qui incarne un peu cette époque-là. Et Ama, elle est complètement différente de tout ça, totalement différente. Oui, parce que dans le fond, je pense que vous l'avez bien décrit déjà au départ. Dans le fond, un personnage qui est un peu solitaire, qui est ermite, qui est très renfermé. Évidemment, il y a des raisons aussi à travers tout ça qu'on en vient peut-être un peu à comprendre, mais pas tant non plus. Il y a une volonté de la garder un peu mystérieuse à travers tout ça. Là. Oui, tout à fait. Je sais, à un moment donné, il y a toujours en bande dessinée, on utilise souvent des bulles de réflexion, le petit nuage dans lequel parlent les personnages. Je me suis aventuré là-dessus, mais non, je préférais que ça soit une femme d'action. C'est-à-dire qu'on la découvre à travers sa façon d'agir, de réagir, d'évoluer, de répondre aux événements carrément, sans qu'on sache qu'est-ce qu'elle pense, mais on le voit à travers sa façon d'agir. Là. Et à la limite, ce qui est intéressant, parce que le processus, puis on est un peu toujours dans la description, dans le fond, le processus, c'est très documentaire. En fait, c'est un faux documentaire, au bout du compte, cet album-là. Et il y a deux périodes qui se côtoient. Donc, il y a le passé historique, donc l'histoire d'Ama comme telle, et il y a le présent du récit, donc qui est une journaliste, dans le fond, qui fait une démarche pour produire un livre sur Ama, sur cette figure mystérieuse de l'art québécois, et qui va à la rencontre, dans le fond, des différents personnages du récit par différents moyens, qui va rencontrer aussi des critiques d'art et le reste. Et donc, ce qui fait que la narration force un peu, parce que vous parliez des bulles, on ne peut pas aller dans ça, on est dans le recul, on est dans une contextualisation, dans le fond, de ce qu'on est en train de voir, mais à travers une troisième voie. Oui, exactement. Et c'est assez complexe à un moment donné à gérer tout ça, mais je trouve que c'est la meilleure façon de pouvoir faire des ellipses, des sauts dans le temps, de pouvoir avoir des points de vue différents selon les personnages qui étaient rencontrés par la journaliste. Et ça permettait d'avoir un récit moins linéaire, plus kaléidoscopique, si on veut. Là. Puis, il y avait beaucoup de bons dans l'histoire. Puis l'usage, à un moment donné, dans le livre, de la couleur et du bleu pour l'époque contemporaine et du sépia pour l'époque ancienne, ça me permettait aussi d'éclaircir le récit, parce que j'avais tout fait en noir et blanc au début. C'était
petit peu difficile. Puis je voulais pas mettre non plus, pendant ce temps-là, il y a 20 ans, tu sais, c'est ces genres de récitatifs-là, un peu lourds. La couleur, je trouvais qu'elle rendait automatiquement... Oui, puis de façon simple. Enfin, on regarde, on sait exactement où on est, dans quelle époque, puis on suit. Et j'imagine pour vous, mais justement, au niveau des ellipses, puis au niveau... je parlais en fait d'un pas de recul aussi, parce que on peut analyser, dans le fond, on analyse un peu ce qu'on est en train de voir avec cette voix-là qui a conscience de toute la carrière, dans le fond, de ce personnage-là que nous, on découvre comme lecteur. Oui, puis même dès le début du récit, par contre, je le dis un peu ce qui va arriver plus tard. Hein. J'annonce déjà qu'elle va disparaître, j'annonce des choses. C'est pas il n'y a pas une fin mystérieuse, quoi que ce soit. C'est vraiment... et cette enquête-là permet justement d'avoir un ensemble de la vie du personnage. Puis aussi, les témoignages fait qu'on sait qu'ils sont subjectifs. On sait que les gens qui racontent son histoire ont chacun une vision parcellaire de son histoire, ont chacun une version de son histoire. Donc, c'est nous, comme lecteurs, qui on reconstruit à travers ça le récit. Là. Et on comprend peut-être un peu la mécanique dont vous parliez au départ. Dans le fond, si on construit Amma à travers ces autres personnages-là, mais ça devient une manière aussi d'aller jusqu'au bout de ce processus-là. On a un personnage central qui ne se révèle pas tant. Donc, il faut nécessairement aller aux opinions des autres, aux regards que les autres et aux relations que les autres ont eues avec elle pour comprendre, dans le fond, ce personnage central-là. Moi, j'avais carrément des fois l'impression que les personnages me disaient des choses sur Amma que je ne connaissais pas, que je ne savais pas. J'y allais vraiment... Parce que je n'ai pas construit le récit avec, traditionnellement, c'est-à-dire d'écrire, comme on fait en BD, par exemple, d'écrire un scénario, faire un découpage, puis ensuite la réalisation, le dessin. Je ne peux pas fonctionner là-dedans. Je n'ai jamais été capable. C'est impossible. Je l'ai construit vraiment en racontant l'histoire, en le fabriquant, ce qui fait que j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup d'errances, j'ai été obligé de reculer, refaire des pages, redessiner. Mais je découvrais des choses. Les personnages m'amenaient à des endroits que je n'avais pas soupçonnés. Des fois, je les suivais. Puis, c'est sûr que, comme j'aurais le 10 ans là-dessus, il fallait que je sois dans... Il fallait pas que ça soit répétitif. Puis, moi, j'ai aimé cette aventure-là, justement, d'avoir des personnages qui me parlent. Des fois, je peux me réveiller en pleine nuit. Il y en a un qui venait me dire quelque chose, là, puis, ou dans des promenades. Là. Oui, puis si on regarde en fait, parce qu'on peut faire des parallèles avec vos autres productions, où par exemple, je pense à l'Homo Graffiti, donc votre première, je pense à Castello, on était dans les deux cas, dans l'univers un peu des arts visuels, mais on était plus dans des récits visuels. Et pour moi, Amma, là, on est vraiment plus dans un récit narratif, dans un récit qui est complètement centré justement sur ces personnages-là, sur cette recherche de personnages-là. Oui, vraiment. J'ai fait une rupture complète avec mes autres bandes dessinées, Castello, Victor Rivière, puis l'Homo Graffiti, qui était vraiment... c'était d'abord l'image qui devait parler. Je vais laisser aller à travers l'image. Puis c'était vraiment un trip de dessinateur, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis aperçu, je pense que ça vient de la caricature. Quand on veut dire quelque chose, le dessin est secondaire un peu. C'est vraiment le récit qui est la structure, qui est le nerf. Puis je sais, en caricature, une bonne caricature, ça peut être très, très simple au niveau dessin. Ça peut être, c'est même dessiner le moins possible. Pas faire trop de décors, rien faire d'inutile. Il ne faut rien dessiner qui n'alimente pas le message. Puis j'ai transféré cette démarche-là en bande dessinée où finalement, c'est vraiment le récit qui était primordial, qui était fondamental. Puis il n'y avait pas je ne voulais pas me faire plaisir comme dessinateur. Je voulais vraiment raconter une histoire. Là. Faire plaisir aux scénaristes, d'une certaine façon. Oui, mais je voulais faire plaisir au lecteur aussi, avec des rebondissements, avec des revirements, avec des moments de tension. Tu sais, je voulais... Puis il y avait aussi une préoccupation que j'avais, c'est que, comme je travaillais dans un art, la caricature qui s'adresse, on dirait, aux 7 à 77 ans, vraiment à tout le monde, là, je voulais que ma BD, même si ça parle de choses pointues, tu sais, comme les automatismes, l'art visuel et tout ça, je voulais qu'une personne non initiée puisse vraiment embarquer dans le récit quand même, puis s'y intéresser, là. Oui, puis pour moi, en fait, puis je reviens au processus du documentaire, mais ça sert aussi pour moi à ça dans la mesure où, dans le fond, ça permet d'expliquer pourquoi c'est marquant, pourquoi cette œuvre-là était distincte, etc. Donc, cette troisième voie-là permet d'accompagner les personnes qui ne connaissent pas l'histoire de l'art au Québec à la comprendre, à la connaître, puis peut-être avoir envie de pousser un peu plus loin. Oui, puis d'ailleurs, ça permet de contextualiser justement l'œuvre d'Amma dans l'histoire, parce que ça, c'est une chose qui est vraie aussi en histoire de l'art. Quelqu'un qui ne connaît pas bien l'histoire de l'art, on va lui dire, ça, c'est un tableau qui était révolutionnaire en 1870. Il regarde ça, il dit, pourquoi c'est révolutionnaire? Comme je sais pas, le déjeuner sur l'herbe de Manet, par exemple, ça a l'air de des gens assis qui mangent dehors, sur les plaines d'Abraham. Si on n'a pas une bonne connaissance, on ne voit pas le scandale. Il faut vraiment contextualiser pour comprendre pourquoi un tableau carré blanc sur fond blanc, ça a été quelque chose. Le récit avec la documentation comme ça me permettait de parler de la réaction des gens, comment elle a créé l'œuvre,
d'où elle partait pour créer ces œuvres-là. On voit à un moment donné ses intérêts dans la vie, ses réactions émotives, tout ça, mais aussi son environnement. Puis ça permettait vraiment de l'envelopper, là. Oui, puis en fait, parce que de toute façon, l'art est nécessairement issu du social. Un courant va s'influencer du courant qui le précède. Parce que c'est constamment en réaction, c'est constamment en mouvement. Donc. Oui, et Emma, particulièrement, je veux qu'Emma soit en rupture justement avec les deux personnages principaux, Alfred et Hubert, qui sont des artistes, des artistes purs, c'est-à-dire qu'ils sont à la recherche du beau, de la recherche de l'œuvre belle, tout ça. Emma, elle veut dire des choses. Elle utilise l'art, non pas juste faire du beau, elle veut s'exprimer sur la condition des femmes, elle veut s'exprimer sur l'environnement, elle veut s'exprimer sur la solitude. Même à un moment donné, Hubert, qui est le peintre automatiste, lui, il dit l'art, c'est pas du journalisme. Tu sais, pour lui, l'art, c'est vraiment faire quelque chose, un beau tableau. Mais pour vraiment, c'est pas ça. Mais ça correspond davantage à l'art contemporain aujourd'hui, là, où les artistes sont vraiment préoccupés de s'inscrire dans un discours social, là. Oui, puis où parfois le côté conceptuel derrière l'œuvre, puis la réflexion derrière l'œuvre prend les devants sur l'œuvre elle-même, à la limite, qui n'est pas là pour ses aspects esthétiques. Oui, puis l'autre aspect aussi que je voulais avoir dans c'est que l'idée que l'artiste exprime quelque chose à travers une œuvre, quelque part, c'est un piège, parce que ce qu'il exprime à travers une œuvre ne sera peut-être pas reçu comme il l'avait exprimé. Il va peut-être être reçu de façon complètement différente. Et Emma est consciente de ça. C'est pour ça que Monet se retire un peu parce que son œuvre, on le voit dans le récit, je ne raconterai pas tout, mais on voit que l'œuvre est récupérée de façon politique, ce qui n'était pas du tout dans son intention. Mais ça, quand on veut dire « je veux faire un commentaire social », tout ça, il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas nécessairement ce qu'on voulait dire. Oui, en fait, c'est d'un certain moment, puis peu importe le style d'œuvre, au final, quand c'est laissé au monde, ben, ça ouvre à la réinterprétation, ça ouvre à l'appropriation. Et au bout du compte, c'est un peu l'objectif que chacun se positionne face à cette œuvre-là, puis entre en relation avec cette œuvre. Moi, quand je vais dans un musée, puis qu'il y a une petite pancarte à côté d'une œuvre qui me dit « L'artiste voulait exprimer telle chose ». Si tu savais comme je m'en fous de ce qu'il voulait exprimer. Mais vraiment, mais complètement. C'est la seule chose qui m'intéresse, c'est ce que moi je ressens, ce que moi je perçois, ce que je vis. S'il veut exprimer une chose, puis je ne le vois pas, ça ne me donne rien de le chercher. Je ne sais pas. Puis Emma est comme ça. Emma a créé ses œuvres avec ce qu'elle veut exprimer, mais elle n'est pas à la recherche d'essayer de convaincre personne. On voit, elle ne cherche pas non plus. Elle n'est pas militante du tout. Elle crée une œuvre et elle dit « Bon, allez-y, faites ce que vous voulez avec ». Et le fait, parce qu'un des éléments clés du personnage d'Emma, c'est évidemment le côté qui est autodidacte, dans le fond, est auto-formée. Elle arrive dans le milieu de l'art. Évidemment, elle va lire, elle va se documenter, elle va accompagner, elle va regarder, elle va observer, mais elle n'aura pas d'influence d'une école ou d'une autre, d'une certaine façon. Non. Donc, ça vous permet aussi, d'entrée de jeu, de la mettre un peu à l'extérieur, même des deux courants dominants à l'époque où elle introduit sa pratique. Puis pour moi, c'est important aussi, dans le récit, on dit qu'elle est métissée, mais c'est pas prouvé. Un personnage dit, c'est pas prouvé, mais qu'elle ait eu un intérêt très, très fort pour la vie autochtone, la culture autochtone, c'est les arts premiers, parce que je trouvais assez important qu'elle arrive... c'est des formes d'art qui ont été créées par des gens qui n'avaient pas fait d'études, qui n'avaient pas étudié l'art. L'idée d'étudier l'art, anciennement, ça n'existait pas. Elle est comme ça, elle arrive de cet héritage-là. Elle va lire tout ce qui se passe de façon contemporaine, mais elle a en même temps ce bagage-là, très libre, très spontané, où spontanément, elle utilise des déchets pour faire des œuvres, là. Et en fait, puis encore là, ça tranche un peu avec ce qui se faisait à l'époque, et ce qui fait que on comprend à quel point elle est en marge des pratiques et à quel point c'est important, dans le fond, parce que ça vous permet justement d'exploiter ces mouvements de réaction-là, et elle se construit évidemment de ces réactions-là pour pousser plus loin de sa pratique. Donc, tout est axé, dans le fond, sur les relations que les personnages ont entre eux. Oui, absolument. Et la pratique est portée par la nature, par la personnalité, par l'impulsion de ces personnages-là. Absolument. Et puis, c'est vraiment fascinant de suivre. J'avoue, vraiment, je les suivais. Hein. Je les précédais pas. J'étais vraiment souvent derrière les personnages. Puis, Emma m'a étonné à un moment donné, c'est ça. Je me demandais ce qu'elle allait faire comme certains artistes contemporains, par exemple. Il y a beaucoup, pendant des années, encore maintenant, une recherche du scandale, une recherche du motu, une recherche de faire des œuvres dont on va parler, tu sais, puis de... Je me suis aventuré vers ça, à un moment donné, j'ai tout de suite reculé. Je dis non, ça m'intéresse pas. C'est pas sa personnalité du tout, Emma. C'est pas, elle cherche pas à choquer les gens. Elle va le faire.
à son insu, choquer les gens, mais c'est pas ce qu'elle cherche à faire. Mais ça, on a beaucoup de preuves dans l'histoire de l'art de gens qui ont choqué sans le vouloir. Là. Il y en a qui, en art contemporain, on veut choquer, mais il y a eu certaines époques où on choquait simplement parce qu'on était sincère dans ce qu'on faisait et que ça déplaisait. Là. Et dans ce contexte-là, bien évidemment, on comprend que le panorama social et culturel qui est tissé, c'est inspiré clairement de la réalité, oui. Mais en parallèle, qu'on veut aussi se donner une certaine distance. Oui. J'imagine c'est dans le contexte aussi, si vous dites, André-Philippe Côté, ben regarde, on veut se centrer sur les personnages, sur leur dynamique, sur l'évolution, sur leur regard sur l'art. Si on ajoute en plus le poids de la documentation historique, là, subitement, le récit peut-être se perd un petit peu. C'est pour ça, d'où les personnages anthropomorphiques, c'est à partir du moment où j'ai commencé à travailler de cette façon-là que je me suis senti libre par rapport au passé, parce que c'était un poids insupportable. Si je faisais une bande dessinée qui se passait des années 30, des années 90, je devais me coller aux événements, le refus global, à ci, à ça, à toute la dynamique. Puis, c'est pas parce que ça m'intéresse pas. Là, j'ai lu sur ces époques-là, je les connais très, très bien, mais ça me tentait pas de faire ce récit-là historique enchâssé dans un récit là, où les événements arrivaient un après l'autre. Ça a pris une forme de conte avec les têtes d'animaux. Ça veut dire où on prend les éléments du réel pour structurer le récit, mais finalement, on choisit comme un menu. On dit Duplessis, ouais, ça me tente, Duplessis, il représente un certain obscurantisme, un certain... la guerre, oui, c'est intéressant parce que... 39-45, parce qu'il y avait à l'époque les éditrices québécois qui voulaient aller en Europe, qu'il y a eu un recul à un moment donné, qui fait qu'il y avait des Québécois qui ont dû travailler entre eux autres, ici au Québec. Donc, je pigeais comme un menu, là, mais je me sentais libre par rapport au passé. Exact, de voir en fait quel événement j'ai besoin pour animer, dans le fond, mes personnages, oui, pour susciter des réactions. Pour alimenter le récit que moi, je veux raconter. Ce que je veux raconter, c'est ça, c'est le passage... je dirais de Alfred, le premier artiste, c'est la recherche du beau, absolu. C'est vraiment, lui, c'est le beau. Puis ça, c'est ce que construit tout l'art au 19e siècle. Il y a encore beaucoup de choses qui sont attachées. L'art, ça doit véhiculer quelque chose de beau. Avec Hubert, on arrive avec les automatismes. Tout ça, c'est plus de l'émotion. C'est plus quelque chose de brutal. C'est plus de... Mais Hammer, elle va dépasser tout ça. Elle va arriver avec un autre registre, avec un autre... Mais ça... J'aimais mieux le faire en allant chercher les éléments qui alimentaient cette démarche-là que de commencer à chercher un peu partout dans l'histoire. Là. Effectivement, on ne s'en serait pas sorti, comme vous dites, puis le focus même du créateur aurait été ailleurs, parce que déjà, on comprend qu'il y a une recherche historique, qu'il y a des connaissances, mais le fait d'être allé vers les personnages anthropomorphiques, d'un côté, ça permet au lecteur de comprendre, comme vous avez dit, qu'on est dans cette fable-là, et de l'autre, j'imagine que ça donne une liberté aussi pour vous de montrer, d'aller peut-être un peu plus loin dans ce qu'on va présenter, parce qu'on sait qu'il y a quand même aussi un certain recul, dans le fond, on s'identifie, mais pas entièrement comme c'est le cas avec des personnages qui sont humains. Oui, oui. Il y a cette distanciation-là qui est spéciale. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient oublié, maintenant, en lisant le récit, quasiment que c'était des personnages avec des têtes d'animaux. Je n'en revenais pas, c'est parce que c'est assez évident. Là. Mais il y a un phénomène au théâtre, la distanciation de Bertolt Brecht, que j'ai toujours aimé, cette idée-là qu'on est toujours conscient qu'on est en train de lire une œuvre. Puis j'aime pas tellement la bande dessinée personnellement réaliste, qui est presque photographique. Là, moi, j'aime bien ce que j'aime de la BD, c'est qu'elle peut déformer le réel, elle peut déformer les personnages, l'anatomie, les paysages, la couleur, tout ça. On peut déformer les récits. Puis d'utiliser des animaux, des personnages avec des têtes d'animaux, je trouve ça formidable. Je trouve que c'est typique de la bande dessinée. Hein. C'est quelque chose de très fort en bande dessinée, cette façon de travailler là. Oui, puis ça donne aussi un caractère, une opinion. Ça permet de, un peu comme pour des faciès, au bout du compte, dans le fond, chaque faciès animal est porteur de. Je ne sais pas si c'est par hasard ou volontairement, mais les personnages masculins sont plus des mammifères, les personnages féminins sont plus des oiseaux. J'ai découvert à la fin du récit, je regarde, je dis, mon Dieu, c'est vrai. Je ne sais pas sur quoi ça repose, mais c'est arrivé spontanément comme ça. Là. Oui, parce qu'on se disait, dans le fond, OK, tel personnage, ça fit avec tel, sa personnalité. Oui, mais je n'ai pas fait le système de l'allégorie comme La Fontaine, par exemple. Le bon, la brebis, c'est fragile. Je ne suis pas allé vers ça, là, quand même. Mais un peu, tout de même. Parce qu'il y a un personnage, un contremaître dans une usine, il y a une tête de porc et il y a un comportement de porc aussi, là. Exact. Ça ouvre ce type de porte-là. Et dans le contexte d'un récit qui, je le répète, en fait, nous amène donc des années 30 aux années 90. Et donc là, il y a la temporalité du récit, mais
derrière ça, il y a des carrières qui évoluent aussi. Dans le fond, la carrière d'Ama, on la suit donc pendant pratiquement 60 ans. Est-ce qu'on se fait, comment on organise? Dans le fond, est-ce qu'on commence en se disant, OK, je vais essayer d'écrire une biographie à mon artiste, je vais essayer de faire une ligne du temps, de qu'est-ce qui s'est passé, de comment sa production évolue, parce que vous la prenez de l'apprentissage jusqu'à l'explosion, dans le fond, de sa pratique? Absolument pas. J'ai pas rien. J'ai pas fait de... Tout ça, j'aurais dû le faire, ou j'aurais pu le faire. On leur recommande de le faire dans tous les bons livres de bande dessinée. Faites-vous une liste, pas un suivi, savoir comment les personnages vont évoluer. Absolument pas. Même les personnages secondaires, je ne savais pas si un tel, qu'est-ce qui allait arriver 30 pages ou 40 pages plus tard. Là. Ce que je voulais, c'est que les personnages soient toujours très cohérents par rapport à eux-mêmes, très cohérents par rapport à l'histoire. Et je prévoquais des événements, puis là, je regardais comment il allait réagir, puis je me doutais un peu de comment il allait réagir chacun. Là. Mais je voulais aussi, parce que Ama, c'est un élément perturbateur. C'est-à-dire qu'elle change la vie de tous les personnages autour, en bien ou en mal. Il y en a qui vont, ça va être dramatique pour eux autres, la rencontre d'Ama. D'autres, ça va leur apporter une ouverture. Je pense à Mathilde, par exemple, un personnage féminin qui va devenir sa mécène. Je voulais qu'elle change, que tous les personnages soient changés complètement par rapport à Emma. Tout le monde est complètement bouleversé. Oui, puis ça nous ramène un peu à ce qu'on se disait, où on est dans un récit centré sur les personnages, donc nécessairement, chaque personnage, des fois dans un récit, on a un personnage qui évolue, le reste reste un peu statique, mais là, où toute votre galerie de personnages doit se transformer aussi progressivement. Donc, j'imagine que l'approche organique, un peu comme ça, permet de s'assurer que l'évolution de chacun soit en phase avec la réalité, soit en phase les uns avec les autres, et le reste. Oui, puis des fois, je me disais, il fallait pas que je crée un personnage... puis je l'oublie dans le récit, tu sais, qui deviennent nulle part. On voit ça des fois dans des films, le personnage apparaît, disparaît. Il fallait que, comme quand j'ai créé un personnage, un jeune avocat qui va intervenir à une page. Là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? Finalement, il a été vraiment important. Il s'est avéré vraiment super important. Mais il y a d'autres personnages que j'avais créés de même, que je me suis dit, oh, non, je ne vois pas l'avenir. Mais c'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Là. Je veux dire, franchement, là, par rapport faire une bande de 250 pages comme ça, un long récit, ça a toute une aventure. Ça prenait beaucoup de notes, beaucoup de... Pour ne pas se perdre, là, c'était vraiment quelque chose. Oui, puis j'imagine côté... parce que dans le fond, vous avez fait côté scénario en 2017, c'était Automne Rouge, où on reste un peu dans le portrait de personnage, centré un peu, je pense, sur deux personnages, une fresque historique centrée sur une époque précise. On est dans quelque chose un peu plus large en termes d'époque, en termes de, je pense, c'est centré sur 4 personnages, Ama essentiellement, avec d'autres qui interviennent. Donc, on augmente un peu le spectre, puis on y va avec une méthode qui est plus instinctive de ce que je comprends. Absolument, oui, c'est ça. Puis... plus révélatrice au niveau des personnages. Je veux dire, je voulais éviter les stéréotypes, je voulais éviter que les personnages soient prévisibles. Tu sais, je voulais créer des personnages. Le père Savard, qui est un personnage secondaire, là, que je trouve super important, que j'aime bien, il ne correspond pas du tout aux prêtres de l'époque. Il y en avait des prêtres comme ça à l'époque. Il y en avait, mais il était rare. Je voulais que les personnages me guident, me tiennent par la main, m'amènent un peu quelque part. Là. Oui, puis en fait, ça revient au fait que, justement, on ne peut pas aller avec des personnages stéréotypés parce que, de toute façon, ils vont avoir besoin d'évoluer, de progresser. Donc, si Alfred, par exemple, au départ, il est là parce qu'il est porteur un peu de son mouvement, de son courant, ben, de cet élément-là, nécessairement, le récit va vous obliger à ajouter des couches, puis éventuellement en faire un être qui est véritablement tridimensionnel aussi. Même chose pour, je dirais, les 4 principaux qui suivent beaucoup cette évolution-là. Oui. Les personnages, comment dire, ils interagissent tous. C'est comme les boules de billard sur une table. Tu sais, quand tu lances une boule, à moi, c'est comme la boule qu'on lance qui casse le jeu. Tout s'éparpille, puis après ça, il faut essayer de trouver... Mais c'est ça, à moi, c'est un peu ça. Puis les personnages sont tous reliés indirectement. Moi, c'est ça qui me fascinait. C'est comme une toile, là, puis toujours... Puis, il fallait retenir les fils, puis lequel, puis c'était... mais c'est tellement différent, parce que comme caricaturiste, c'est vraiment... je comparerais ça, par exemple, c'est un athlète qui est entraîné pour faire du 100 mètres. C'est difficile de faire du 100 mètres, mais à un moment donné, c'est ça. Puis là, tu l'envoies faire un marathon c'est pas la même chose, pas la même dynamique. C'est comme ça que j'ai vécu. Quand je fais la caricature, j'ai l'impression que c'est tout le temps quelque chose de très bref, très court, comme le 9 secondes et demie du 100 mètres.
je fais un dessin le matin, il est fini, puis le lendemain, il est publié. Là, c'est vraiment du marathon, puis c'était une autre... Puis je ne peux pas écrire à l'avance quelque chose dont je n'avais pas l'expérience. Il fallait que je me le laisse aller. Là. Puis de faire différemment, dans le fond, pour vous aussi. Mais aussi, j'aime beaucoup les livres, les briques, les grosses briques. J'aime bien les récits fouillés. Et puis, il y a aussi qu'en bande dessinée, des fois, j'ai l'impression que le niveau psychologique, des fois, ça me manque un peu. Je trouve qu'on est beaucoup dans l'agi, mais les personnages, des fois, ça manque de complexité. Peut-être les récits sont très courts, des fois très ramassés. Là, je ne pensais pas me rendre à 250 pages. Au début, j'estimais 100-120 pages, là, mais je me suis rendu compte que pour vraiment approfondir le personnage, je devais aller plus loin. Là. Je devais aller plus loin. Et quand on s'est lancé il y a 10 ans en se disant, OK, on y va avec ce récit-là, on commence à le concrétiser tranquillement. Est-ce que, justement, on savait l'ampleur un peu du défi qu'on s'était donné ou c'était juste l'instinct de j'ai envie d'explorer puis advienne que pourra, dans le fond? J'ai envie, puis aussi, je voulais faire, je rêvais de faire ce récit-là depuis longtemps. Puis, je me suis dit, bon, go, j'y vais. Mais je ne mesurais pas tout ce que ça représentait. Puis je sais que rendu à peu près au milieu, je regrettais vraiment de m'être lancé là-dedans. J'avais l'impression que je n'arrivais jamais à le finir. Parce que moi, je m'étais un peu perdu là, à travers les personnages, tout ça. Il a fallu que j'arrête pendant des fois des mois, refaire des plans, éclaircir, enlever des scènes, pour essayer de faire de l'émondage, puis, vraiment, puis redessiner certaines scènes pour les développer davantage. Il y a eu vraiment un travail. Et je me suis dit, bon, tabarnouche, dans quoi je me suis embarqué? Puis là, à un moment donné, je sentais que je commençais à maîtriser mes personnages. Là. Puis là, après, mais il y a eu une période, là, je ne savais plus. Là. Je ne savais vraiment plus pourquoi je m'étais lancé là-dedans. Et à travers tout ça, dans le fond, parce qu'on parle de bande dessinée, évidemment, André-Philippe Côté, mais on parle aussi d'art. Vous faites de la peinture, on parle beaucoup de caricature. Donc, j'ai l'impression que ça devient aussi cet album-là, oui, il est centré sur le récit, mais justement, on va chercher votre intérêt, votre travail de peintre aussi. On va chercher le côté récit, la caractérisation de la caricature. Donc, ça devient un peu un amalgame, j'ai l'impression, de vos trois champs d'intérêt artistique. Je pense que c'est l'œuvre qui fait la synthèse de plusieurs années de travail, de dessin, que ce soit en peinture. Il y a un lien entre mes peintures et le récit d'Emma. Il y a un lien avec la caricature dans le sens où j'ai appris à simplifier, éclaircir mon récit. La clarté, c'est une obsession que j'ai quand je fais des caricatures. J'ai transporté ça dans cette bande dessinée-là. Ça fait la synthèse au niveau technique. Ça fait quand même longtemps que je dessine. Ça fait 60 ans que je dessine pratiquement tous les jours. Mais c'est aussi une somme de milliers d'heures de lecture aussi. C'est les deux. C'est mon métier d'artiste, tout est là, mais aussi tout ce que j'ai lu. Je suis boulimique de lecture sur l'art. Beaucoup de biographies aussi. Mais de créer un artiste, c'était ça un peu le défi, là, d'inventer un artiste. Oui, de l'inventer, puis en fait, c'est de l'inventer puis de l'exprimer correctement, parce que pour moi, il y a presque un croc en jambe qu'on se lance, ou un risque qu'on prend en disant, ben OK, on parle d'une artiste révolutionnaire, on parle d'œuvres qui ont marqué, qui ont choqué le reste, mais à un moment donné, les œuvres, soit on fait le choix de jamais les montrer, ou soit on décide qu'éventuellement, il faut que le monde les voit pour comprendre. Mais il faut que ça soit à la hauteur de ce que vous annoncez aussi. Ça a été tout un défi. Ça a été... à un moment donné, j'étais rendu à peu près au milieu du récit, je n'étais pas arrivé aux œuvres encore. Amma n'avait pas créé ses œuvres. C'était des balbutiements. Là, je me disais, là, je rentre dans le... Elle va commencer à être une artiste. Elle va commencer à... Là, j'ai eu la panique me pris. Là, j'ai vraiment... qu'est-ce que je... Puis là, j'ai pris un carnet. J'ai commencé à faire plein de petits dessins, de notes, tout ça. Puis... c'est une des parties les plus difficiles, vraiment, de créer des œuvres d'un artiste qui n'existe pas. Vraiment, c'était fou. Là, puis, mais bon, je connais quand même ce qui se fait en art contemporain. Je m'inspire de ce qui se fait en art contemporain. Je regarde, je vois, j'observe. Je visite beaucoup d'expositions d'art actuel. Puis, mais c'est un drôle de défi parce que il y a des gens qui me disaient on aurait aimé ça qu'elle existe, Emma. On aimerait ça qu'elle existe. Oui, parce qu'il faut que l'œuvre, en fait, puisse... l'œuvre que vous présentez, il faut qu'elle puisse fonctionner. Il faut qu'elle crée les réactions que vous avez besoin qu'elle crée pour le récit. Et entre autres, parce que, dans le fond, vous choisissez d'introduire aussi des œuvres à un moment de battement, dans le fond, avec le procès, dans le fond, qui arrive à peu près moitié, deux tiers du récit environ. Et donc, où il y a aussi même un crescendo vers la révélation de ces œuvres-là dont on entend parler. Donc, on est en crescendo constant. Et subitement, il faut
rapidement que la personne puisse aussi qu'il y fasse, parce que vous avez mis des indices un peu avant sur des outils, des éléments, donc il y a beaucoup d'éléments référentiels, ce qui fait qu'il y avait quand même pas mal de contraintes, j'ai l'impression, en arrivant aussi sur les outils utilisés, sur l'émotion qu'elle allait inspirer l'œuvre, sur le moment, etc. En fait, j'ai l'impression d'avoir accumulé plein de matières avant qu'elle m'en fasse ses œuvres, là. C'est-à-dire des thèmes qu'elle allait développer dans ses œuvres. Je les ai développés à long du récit. Des matériaux. Elle commence à mener à ramasser des objets chez les antiquaires, dans les poubelles, tout ça. C'est comme si je ramassais des choses sans savoir où je m'en allais, sans savoir ce qu'elle allait créer avec tout ça, là. Mais j'accumulais ça. Puis comme, à un moment donné, ça me donnait quand même un portrait dans quoi elle allait créer, avec quel outil matériellement elle allait créer, puis quel thème elle allait aborder, puis aussi au début elle n'est pas très riche, donc j'ai fait des œuvres qu'elle pouvait faire avec peu de moyens. Vers la fin, elle a une mécène, elle se permet d'un peu plus de développement, mais c'est ça, j'ai comme créé à l'avance une espèce de terreau, des idées et des matériaux pour pouvoir créer l'œuvre, pour l'amener tranquillement vers des œuvres. Et le côté un peu idéologique, dans le fond, derrière les œuvres, ou du moins le côté... et c'est un peu derrière le social, dans le fond. Donc, on parlait d'une rupture. Donc, nécessairement, sa pratique est féministe, sa pratique est écologiste. Sa pratique amène, dans le fond, des préoccupations, des thématiques qui est en émergence aux différentes époques, dans le fond, où elle va être appelée à créer. Ah oui, elle était aussi anticléricale. C'est des choses qu'elle constate, qu'elle voit venant de Tadoussac. Elle a vécu très, très librement. Le père Savard l'a laissé libre. Elle a vécu dans la forêt, tout ça. Elle débarque à Montréal. Elle découvre une société sclérosée avec des mœurs qu'elle ne comprend pas. Elle voit que les femmes sont vraiment cloîtrées chez elles, qu'elles n'ont pas vraiment de vie sociale, tout ça. C'est ce qui fait qu'il y a un clash chez elle par rapport à l'époque, là. Puis c'est ce qu'elle va exprimer dans ses œuvres. Puis par rapport à l'environnement aussi, elle vient d'un environnement sur la côte nord ou dans la forêt, tout ça. Elle débarque à Montréal, à une époque où il y avait beaucoup de pollution encore à l'époque. Peut-être, des fois, il y en avait plus qu'aujourd'hui. Je sais que Londres, au 19e siècle, c'était absolument atroce. Donc, c'est ça. Il y avait, c'est ce qui va l'alimenter dans sa création, là. Et vous avez choisi de la rendre sculpteur plutôt que peintre, au final. Une volonté un peu de donner une distance, parce que vous, votre médium, c'est la peinture, c'est le dessin, donc de l'amener un peu ailleurs? Oui, mais il y avait, dès le départ, il y avait comme un corpus que je voulais créer avec mes bandes dessinées. La première, c'est les graffitis. Là, mon graffiti, c'est vraiment les graffitis, c'est l'art et la folie. Le deuxième, Castello, c'est une bande dessinée, c'est vraiment sur la peinture, sur le vrai et le faux en art, c'est vraiment ça. Ensuite, la troisième, Rivière, Victor Rivière, c'est sur la poésie. Là, c'est plus sur l'artiste qui devient une œuvre lui-même, c'est-à-dire le métrimbaldien, c'est-à-dire que ce qui n'est pas important, c'est pas ce qui est écrit qui est important, c'est de vivre, c'est de faire des expériences, c'est bon. Puis la dernière, je voulais aborder la question de la sculpture, qui est un art plus, généralement qui fait partie plus de la société, parce qu'on fait pas il y en a qui font des petites sculptures pour mettre dans le salon, mais c'est souvent un art monumental, c'est souvent un art plus imposant. Puis c'est un art que je voulais, au départ, c'est ça que je voulais mais Amma m'a un peu, un peu dévié, finalement. Elle fait de la sculpture, mais elle fait plus de l'art contemporain que de la sculpture directement. De l'installation, c'est ça. Et dans ce contexte-là, parce que je reviens, puis je pense que les gens qui nous écoutent comprennent bien l'ampleur du travail de recherche de personnages, parce qu'on parlait des événements, on parle du social et le reste, mais à travers tout ça, il faut que vous mettiez en scène une artiste qui apprend aussi et qui développe une méthode. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas seulement en disant, OK, on va avoir 3-4 idées d'œuvres qui sont bonnes, qui sont intéressantes, qu'on va présenter. Il faut quand même avoir des indices aussi de sa production à différents moments. Et il faut qu'on puisse, nous, lecteurs, lectrices, voir de quelle façon son art progresse. Et donc, vous l'apprenez de bébé artiste jusqu'à artiste un peu plus accompli. Ouais. Sa plus grand défi à Amma, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est sur la notion de talent en art. Elle n'a pas vraiment de talent. Elle voit des artistes, elle trouve ça formidable, l'idée de créer, l'idée de s'exprimer. Elle dit, c'est ça qu'elle voudrait faire. Mais c'est les deux hommes qu'elle aime, qui sont des artistes officiels ou semi-officiels, lui disent, mais faire de l'art, il faut avoir du talent, il faut savoir dessiner, il faut savoir... mais elle, ça n'y est même pas passé par la tête, cette notion-là. Elle veut créer, mais... Puis là, pendant des centaines d'années, ils étaient fondés sur le talent. C'est vraiment, il fallait savoir dessiner, c'était fondamental.
Mais quand on est rendu à l'art contemporain, c'est même plus... Aujourd'hui, les artistes actuels, je suis certain que 95% des artistes actuels contemporains connus ne savent pas dessiner. C'est plus vrai sûr. C'est plus un passage obligé, le talent. Puis Emma, justement, elle envoie ça en l'air. Elle dit, moi, je ne sais pas dessiner, je vais quand même... Je n'ai pas suivi d'art, je n'ai pas suivi de cours, je n'ai pas fait les beaux-arts, je vais quand même créer. Puis ça, ça choque un peu ces deux amis, là. Exact. Puis ça permet, dans le fond, d'éviter d'avoir quand on bâtit sa création, mais qu'elle soit complètement ancrée dans les courants actuels. Ça permet d'aller chercher d'autres influences, puis d'accentuer peut-être un peu son côté extraterrestre à l'intérieur du récit, parce que ce qu'elle crée serait peut-être à la maison, justement, dans les années 80, 90, plutôt des années 30, des années 60. Oui. J'ai un peu tiré la couverture d'Ama vers le passé. C'est-à-dire sa démarche est plus effective dans les années 60, 70, 80 que les années 30, 40. Elle, c'est les années 40 qu'elle crée. Mais bon, il y a quand même un artiste, Marcel Duchamp, qui découvre dans ses lectures, qui dit « Mon Dieu, ça l'impressionne. Là, ça dit quelque chose, ça y fait quelque chose, là, tout à coup. » Je pense que c'était un peu un artiste qui a été un moteur là, chez elle, qui l'a incité à pouvoir créer de façon très libre. Là. Oui, puis en fait, un moteur qui était, il me semble nécessaire aussi de citer dans un contexte d'un ouvrage comme ça où, au bout du compte, la réflexion qui est au cœur, c'est quoi l'art, c'est quoi le regard qu'on porte, qu'est-ce qui fait que Duchamp a amené ces questions-là de façon assez spectaculaire à l'époque avec son Ready-Made et le reste. Oui, Duchamp, c'est l'artiste encore le plus... il a tout changé, Mais quelqu'un disait, je pense qu'il avait raison, l'art contemporain, les installations, tout ça, c'est pas la suite des beaux-arts. C'est pas, à un moment donné, il y a eu les impressionnistes, les cubistes, les surréalistes. Il y avait quand même les expressionnistes abstraits. Il y avait comme une logique, là, les néoplasticiens, ça se suivait. Mais Marcel Duchamp, c'est une rupture, c'est autre chose. On n'est plus dans les beaux-arts. Il a amené autre chose, complètement autre chose. Et Ama embarque dans ça. Et je pense que c'est un lien avec les arts premiers aussi. D'ailleurs, les artistes contemporains, que ce soit d'Afrique, d'Amérique du Sud, un peu partout, ils ont découvert ça, ils sont comme s'ils étaient nés là-dedans. Je n'en reviens pas comment ils sont. Spontanément, ils créent des choses, des choses formidables, vraiment, mais c'est avec les matériaux qu'ils utilisaient depuis des siècles. Oui, puis qui ont influencé ironiquement l'histoire des beaux-arts aussi. Le fauvisme, c'est des contacts avec les arts dits primitifs. Mais c'est ça, Ama s'inscrit dans cette rupture-là où finalement, les deux hommes de sa vie lui disent « Tu ne peux pas entrer dans le temple de l'art des beaux-arts parce que tu n'as pas ce qu'il faut ». Puis elle découvre à travers Marcel Duchamp autre chose qui l'amène vers ses racines, vers son côté métis, vers ses côtés sauvages. Et ça nous ramène aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours le regard sur les arts en général, les arts visuels, et sur, au final, dans le fond, le fait que c'est pas un bloc monolithique non plus. Donc, il y a plein de milieux entre les arts plus techniques, les arts contemporains, les beaux-arts, les autodidactes, les gens des galeries versus les musées, versus les centres d'artistes et le reste. Donc, ça nous ramène à une segmentation entre milieux qui est encore effective aujourd'hui. Au final, dans le fond, un ensemble de pratiques qui est plus ou moins perméable. Oui, l'art, c'est beaucoup, on pourrait dire, satellisé, si on veut, c'est fragmenté. Il y avait comme un continuum dans l'histoire de l'art. Puis là, à un moment donné, ça a explosé. Quand j'ai voulu m'inscrire en art, où on m'a refusé d'ailleurs, il y avait... Les néoplasticiens dominaient de façon outrageante. C'était vraiment l'art qui était le plus important des années 70. C'était vraiment ça. Et il n'était pas question d'arriver de dessiner, même en 73 au Cégep Sainte-Foy, de commencer à faire du dessin figuratif, tout ça. Mais là, en 2024, c'est plus ça. Si on va aller dans l'école d'art, si on va voir une exposition des étudiants, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a du surréalisme, il y a de l'expressionnisme, il y a de l'installation, il y a de la puis il y a des programmes de BD, des programmes d'illustration. Il y a toutes sortes de programmes. Là, c'est vraiment fragmenté. C'est ça. Il y a une explosion. Il y en a qui ont la nostalgie de l'ancienne histoire de l'art, qu'on pourrait dire. Là. Mais Ama est dans est dans ce mouvement-là de faire exploser l'art. Là. Et est-ce que le fait justement d'avoir eu envie d'explorer un personnage qui est un peu en marge
des gros mouvements artistiques, si on peut dire. C'est un peu aussi un reflet de votre expérience. Vous dites justement en 73, vous vouliez faire de l'art. Je pense que c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis l'enfance. Oui. Et le dessin, dans le fond, la caricature, la BD sont arrivés en cours de route, mais ont été et sont encore un peu aussi des pratiques peut-être perçues comme marginales par rapport aux beaux-arts à proprement parler. Oui, j'ai vécu à travers... c'est quelque chose qui m'a toujours choqué. Mais j'avais 16, 17, 18 ans. Le cloisonnement entre les formes d'art, je tripais sur Picasso, Francis Bacon, les artistes, tout ça, mais je tripais sur la bande dessinée, sur Pilote, puis tout ça, mais il y avait comme des murs vraiment entre chaque discipline. Là. C'était vraiment très, très séparé, ce qui était absolument épouvantable. Il y a des choses fantastiques qui se font dans toutes les formes d'art, il y a des choses formidables, puis dans l'art contemporain, il se fait des choses extraordinaires, puis il se fait des choses vraiment... pas intéressante du tout. Là. C'est quelque chose que je constate régulièrement. Là. Et donc, dans le fond, on s'influence un peu, puis donc c'est un peu pas par hasard en disant, OK, moi, je veux explorer un peu un personnage qui a une relation qui est différente, si on peut dire, avec le milieu des arts, qui essaie de... qui se pose aussi comme observatrice, dans une certaine mesure. Oui, c'est ça. J'ai donné un aspect très retiré par rapport à ça. Elle a fait son œuvre indépendamment de tout. Elle ne veut pas embarquer dans ces chicanes de clocher. Elle ne veut pas dire « Ah, l'art contemporain, c'est plus important que telle autre forme d'art. » Elle ne s'est pas opposée au niveau de son appréciation de l'œuvre de ces deux amants, Hubert et Alfred. Elle n'était pas en guerre contre eux autres, même si elle n'était pas du tout dans ce qu'ils faisaient eux autres, mais elle acceptait ce qu'ils faisaient. Mais d'où elle a travaillé vraiment seule. Elle ne voulait pas participer. Puis elle est un petit peu autiste, on dirait, par exemple, par moment. C'est vraiment très renfermé. Puis son œuvre va alimenter justement ces polémiques-là de l'art, les chicanes de clocher, tout ça, mais ça va se retirer rapidement. Là. Et puis un personnage qui est retiré comme ça, côté mise en scène, là, si on parle du scénariste, de ce qu'il impose au dessinateur, c'est un personnage qui évolue de huis clos en huis clos, j'ai l'impression, dans le fond. Donc d'un atelier à un autre atelier, il y a des huis clos qui sont peut-être plus ouverts, mais on est généralement dans des lieux assez fermés, avec peu de gens, de façon, sans dire que c'est toujours comme ça. Là, mais son expérience, la solitude lui permet de passer à travers beaucoup de choses. Même les pires, elle va traverser des choses vraiment très difficiles, mais je pense que c'est son expérience de solitude qui lui permet de ne pas paniquer, de ne pas virer folle, carrément. de traverser ça stoïquement, dans le silence, et puis elle va s'en sortir. Mais pour vous, comme dessinateur, pour chaque atelier, pour chaque lieu, faut sentir une énergie différente. Je veux dire, l'atelier d'un artiste qui est plus influencé par l'art du 19e siècle avec les anges, ne sera pas le même que l'artiste impressionniste, qui sera pas le même que la ferme, qui va être plus l'atelier de Hama. Son laboratoire, quasiment. Donc, chaque lieu doit un peu être imprégné de celui qui en est le premier habitant. Ouais. Mais il faut dire aussi que les artistes en art visuel, j'ai lu beaucoup de biographies, c'est les gens qui ont à peu près les vies les plus plates qu'on ne peut pas imaginer. C'est vraiment des sédentaires, la plupart. Giacometti, c'est d'un ennui mortel si on lit sa biographie. Je pense qu'il est toujours resté dans le même atelier. Magritte, c'est pareil. Il y a beaucoup d'artistes, c'est pas... Parce que tu as besoin d'un atelier, tu as besoin de plein de matériel. Tu peux pas. Il y a quelques artistes des Hugo Pratt sont plus en bande dessinée qu'en art visuel. C'est des gens très sédentaires. L'atelier, c'est l'alma mater, c'est le lieu. C'est vraiment important. Là. Quand la vie d'un artiste, justement, Picasso, on en fait beaucoup de biographies, mais c'est pas sa vie d'artiste qui est intéressante. Les gens commentent les femmes dans sa vie, mais c'est pas intéressant. Moi, je trouve pas ça intéressant. Mais si on regarde comme artiste, il était dans un atelier tous les jours, puis il peignait, c'est ça. Et donc, de jouer un peu avec ça, puis justement de la faire sortir un petit peu pour prendre conscience d'où elle est socialement. Donc, on commence à Tadoussac, on a une séquence où elle travaille dans une factory, dans le fond, donc on la voit un peu, le procès et le reste. Donc là, subitement, où il y a des brèches dans la solitude qui forcent un peu le social, puis qui forcent avec ce contact-là avec la société qu'elle observe, dans le fond. Oui, elle ne rejette pas la société, elle embarque quand il faut gagner sa vie. Elle va travailler dans une usine d'armement, ça se faisait beaucoup à l'époque, tout ça. Puis elle est solidaire des femmes avec qui elle travaille. Mais on sent que quand
quand elle a son atelier à elle, on sent que c'est le bonheur. En tout cas, moi, je le vivais comme ça. Je me disais, bon, parce qu'elle traverse plein d'épreuves. Elle avait un atelier quand elle vivait avec Hubert, le peintre expressionniste. Puis, c'était pas évident. Lui, il trouvait qu'elle prenait beaucoup de place pour rien. Puis, mais quand elle a enfin son lieu à elle, c'est comme sa chambre à elle, comme dirait Virginia Woolf, on sent que là, ouf, elle est chez elle. Oui, puis en fait, j'ai l'impression, est-ce que c'est un peu par les cadrages qu'on va l'exprimer dans la mesure où ces ateliers initiaux sont petits, on est beaucoup dans des cadrages réduits, par exemple, ou dans l'intégration où on sent que c'est les œuvres des autres qui ont un peu plus de place. Puis j'ai l'impression quand on arrive à la ferme, à la fin, où là, oups, on est un peu plus loin, on voit plus d'ampleur. Des plans plus éloignés, des plongées, où on voit plus son environnement, là. On sent qu'elle peut bouger dans cet espace-là. Puis elle n'a pas personne sur son dos qui l'observe, qui la critique. Là. Et donc, le choix de d'amener en extérieur aussi, c'est un peu de faire ce jeu-là, de donner au lecteur, à la lectrice, ce sentiment-là peut-être de plénitude qu'on peut avoir. Oui, j'ai gardé chez Emma le désir de la fugue, le besoin de la fugue. Comme... Elle fait ça depuis qu'elle est jeune. Partir sans prévenir personne pendant une semaine, aller dans le bois, aller quelque part. Elle le fait quand elle est en ville, tout le temps. Toute sa vie, elle va faire ça. Le droit, c'est quelque chose de fondamental pour elle. Là. Et à travers ça, on comprend que le récit est évidemment centré sur les personnages, sur le côté narratif. Ça n'empêche pas de trouver des façons aussi d'exprimer visuellement certains moments, certains sentiments. Il y a 2 séquences, entre autres, qui me viennent en tête. Une séquence qui suit, il y a une effusion de sang, je dirais pas un peu le contexte, je veux que les gens le lisent, regardent, mais où tranquillement, justement, la tache de sang remplit complètement la scène, remplace les couleurs en noir avec... Ben ça, c'est une des forces de la bande dessinée, ce genre de mise en page-là, qui est non réaliste, qui est vraiment expressionniste, qui est symbolique. Puis il n'y a pas beaucoup d'art qui peuvent faire ça. Au cinéma, ça ne se fait pas. Il y a une potentialité là en BD, c'est-à-dire de transformer le réel par des jeux de couleurs, par des formes, tout ça. Je l'ai utilisé 2-3 fois dans le récit. Là. Oui, puis pour moi, c'est les moments où on casse un peu le côté documentaire, où là, subitement, on se retrouve dans la tête d'Amand. Mais je suis allé avec parcimonie, en souvenir des RG Tintin, quand il faisait pas souvent des pages complètes. Puis je me souviens, enfant, quand je tombais sur une page d'un seul dessin, j'étais comme en bas de ma chaise, je regardais ça, là, puis mais il abusait pas. Il allait vraiment. Puis j'ai décidé de garder une réserve dans les effets, là, d'y aller 2 ou 3 fois dans le récit, des pages plus grandes avec... pour que ça soit plus efficace. Là, oui, puis des moments où on a besoin peut-être de dépasser la connexion de la troisième personne, la connexion du documentaire, puis d'aller connecter directement avec l'émotion que vit Emma à ce moment-là. À chaque fois, on y a une émotion. Il y a 3 moments forts, je ne vais pas nécessairement tous les dire, mais émotivement plus chargés, là, où je vais prendre une tangente plus, qu'il appelle le réalisme magique, si on veut, là. Et tout ça dans le but, parce que j'imagine que l'objectif, c'est que vous avez une relation avec les personnages, donc il faut trouver des façons de rendre cette relation-là, puis qu'à un moment donné, justement, la barrière du documentaire, la barrière de la narration ne fonctionne plus. Il faut aller un peu plus loin, mais comme vous dites, si vous le faites trop, ça enlève l'effet puis l'impact de cette séquence. Quand il y a des émotions comme ça, comme je ne voulais pas avoir recours au narratif ou la bulle où elle dit « je me sens triste » quelque chose. Je ne voulais pas utiliser ce truc. Il fallait le dire avec l'image. Il fallait le dire avec des... Puis ça, je le vis beaucoup en caricature. Quand j'ai un message, quand j'ai une idée que je veux passer, comment je peux le dire avec une image? Comment je peux éviter l'emploi de mots le moins possible? Puis plus c'est une scène émotive, comme si je fais une caricature sur un conflit armé, sur les génocides, tout ça. Là, généralement, je n'utiliserai pas de mots. Je vais y aller avec... pour communiquer une émotion. Dans Emma, j'ai refait ça aussi. Il y a 3 scènes où je sais qu'on était dans l'émotion complètement. Puis s'il y avait eu un mot qui était prononcé, j'avais l'impression que ça briserait cet effet-là que je voulais obtenir par l'image. Puis, à la limite, à l'inverse, complètement, il y a une autre séquence avec la journaliste où elle dit carrément en mode documentaire, regardez, je viens d'inventer une séquence, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tout ce que je sais, c'est ceci. Et que ça amène un peu, comme vous disiez, dans le fond, on est toujours dans des points de vue opinards par rapport à Emma. Donc, de nous rappeler
que la réalité de la narration qu'on nous propose reste une réalité qui est subjective et qu'on n'a pas accès à l'objectivité de l'histoire de votre artiste. Puis ça, c'est un des grands défis du récit. C'est quand je faisais une scène, je me demandais, c'est qui raconte la scène? C'est qui le témoin de la scène qui nous raconte ça? Il fallait toujours que je pense à qui peut le raconter. C'était un des deux protagonistes qui est acteur de la scène, quelqu'un qui l'y voyait, un témoin. Donc, il fallait tout le temps que je trouve quelque chose. Puis il arrivait à un moment donné, c'est ça, la journaliste qui fait l'enquête sur Emma, elle dit « Ça, j'avais pas de témoin, cette scène-là. Je sais que elle a eu lieu, cette scène-là. Personne ne peut en témoigner. » Donc, je l'ai imaginé. Mais elle dit « J'ai imaginé du réel, finalement, parce que ça s'est réellement passé. » Donc, puis ça, je soupçonne que ça arrive souvent, je trouve, chez les biographes. Là, nécessairement, mais on nous le rappellera pas nommément. et là pour moi, c'est que ça bonifie peut-être un peu l'effet puis le choix narratif qu'on a fait en disant « Mais rappelez-vous, lecteur, que ce que vous lisez porte à interprétation aussi, au final. » Ah oui, tout le temps. C'est toujours des points de vue fragmentaires, subjectifs, des gens... puis on voit même Alfred, le personnage, une journée de mauvaise humeur. Selon son humeur, son récit ne sera pas le même par rapport à Emma du tout. Là. C'est vraiment... mais c'est comme ça aussi, dans la réalité, je pense. On n'a pas une vision d'une personne univoque. Là. Ça dépend. Là. Puis, je ne veux pas divulgacher non plus, mais j'imagine que si les gens nous écoutent jusqu'à cette heure-ci, dans le fond, on fait le choix d'aller l'acheter en librairie, mais on peut mentionner qu'il y a un cours de récit où, à un moment donné, on sort complètement de la réalité documentaire. On se retrouve dans une réalité entièrement réelle qui, elle aussi, va nous amener à reconsidérer, dans le fond, les témoignages ou les éléments qui ont été dits. Donc, ce qui fait que vous, comme scénariste, comme auteur, on se retrouve avec une œuvre où on sait que les gens, de facto, vont peut-être avoir le réflexe de lire une fois, deux fois, en regard, trois fois, en regard des informations complémentaires qu'on leur donne. Oui, c'est possiblement. Moi, j'ai très peu de recul. Je peux te dire, j'ai travaillé 10 ans là-dessus, puis à un moment donné, j'étais tellement épuisé d'avoir travaillé là-dessus. Je l'ai laissé presque 1 an et demi pas le tiroir, dans l'ordinateur. J'ai fait sur ordinateur, mais je n'étais plus capable de l'ouvrir, de le regarder. Je n'étais plus capable, j'avais plus de recul, j'avais plus de... Puis là, je le redécouvre beaucoup à travers les gens qui le lisent, qui m'apportent des éclairages, qui me disent « Ah ouais, c'est vrai. » Puis je trouve ça intéressant dans ça, mais je sais qu'à un moment donné, je vais le relire. Je ne sais pas dans combien de temps. Là. C'est même la force de l'organique, au final. Ça revient un peu à la méthode que vous dites. On la déconseille, mais d'un autre côté, en termes de construction de récit, ça assure qu'il y a une cohérence et que ça permette la réinterprétation. Oui, mais il faut être prêt à faire des erreurs. Il faut être prêt à se tromper, puis à reculer, puis à hésiter. Puis c'est vraiment beaucoup plus long. C'est sûr que si on veut faire un album rapidement, on fait un scénario, on fait le montage, le découpage, puis on le dessine. Puis l'éditeur est content, mais si on se lance dans une affaire comme ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Puis il faut être prêt à renoncer des fois à 20 pages qu'on a dessinées, puis qu'on trouvait bien bonnes, qu'on trouvait ça bien le fun. Au début, ça se passait à Québec, ça ne se passait pas à Montréal. J'avais des plans du château Frontenac, des ruelles du Vieux-Québec, tout scrapé ça. C'est ça. Il faut être prêt à faire ce sacrifice-là. Là. Pour le récit, parce qu'effectivement, c'est plus cohérent que ça se passe à Montréal. Oui, c'était plus cohérent. C'était plus cohérent que ça soit à Montréal. Exemple pour ça, puis on imagine que d'autres, c'est dans des décisions de personnages où on se rend compte que finalement... C'est ça, il y a des fois, s'ils vont là, à un moment donné, ça va... quand tu ouvres une porte, il y en a une autre après. Puis là, je me disais, oups, c'est ça, il faut penser aux autres qui viennent après. Ça fait que là, quand il y avait trop de portes inconnues, je dis non, on ne va pas là. On est déjà en route vers 250 pages. On va garder une petite gêne. Là. Et j'imagine que dans la relation avec l'éditeur aussi, parce qu'à un moment donné, il y a un éditeur qui apparaît dans le portrait, donc il faut avoir un éditeur qui est patient, qui accepte de jouer le jeu un peu. Ou, là, j'ai décidé de travailler. Moi, j'aime pas être en relation avec personne. J'aime ça être solitaire. Tu sais, vos journaux en caricature, on me fout la paix complètement. Il n'y a personne qui vient voir, il n'y a personne qui intervient dans mon travail. Avec Emma, je voulais voir ça aussi. Je voulais pas avoir un éditeur à qui j'envoie des pages puis qui me commente. J'ai voulu travailler quasiment en secret. J'en parlais à personne. J'ai montré ça à personne. C'était vraiment... Je voulais le faire comme je le voulais, exactement. Puis je me dis, si je me plante, je me planterai. Mais bon, je vais le faire exactement comme je veux le faire. Et donc, vous avez eu cette liberté-là. Puis moi, le graphique, dans le fond, eux avaient réédité le travail que vous avez fait en des années 80. Donc, il y avait déjà une relation, une certaine confiance, j'imagine. Puis j'ai envoyé l'album un peu tout croche. Il y avait beaucoup de retravail à faire au mois de novembre, je pense, fin octobre, début novembre.
3-4 jours après, il me dit on veut le faire, on veut le sortir au printemps au Salon du Livre de Québec. Moi, je savais qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Puis il avait besoin du récit, genre pour le 20 décembre à peu près. Là. Puis, mais j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'un coup de fouet parce qu'il traînait dans mon tiroir, il n'avançait pas. Oui, à un moment donné, il faut avoir une échéance. C'est ça, j'avais besoin de cette échéance-là. Ouais. Et donc, l'aboutissement de ça, on le rappelle, c'est disponible en librairie depuis début avril. Ça s'appelle Ama, c'est du côté de Moelle Graphique. André-Philippe Côté, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.